déjà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le webinaire spécial rentrée organisé par l'AFPRAL. Je suis Pascale Couratier, la directrice de l'association, et ce soir, je suis ravie de vous retrouver en compagnie du docteur Nidal, que je ne vois plus à l'écran, mais qui n'est pas très loin, hein, on la retrouvera tout à l'heure. Nidal Leray-Toiti, pardon, qui est donc un médecin allergologue, et de Stéphanie Pividal, qui est la présidente de l'association. Nous devions avoir ce soir un médecin scolaire qui, malheureusement, pour des tracas administratifs et des retards administratifs, ne peut pas être présente avec nous ce soir, mais ça sera pour une autre fois. Et voilà, notre prochain webinaire, on devrait pouvoir avoir cette personne présente. Ça sera très bien aussi. Donc, pour commencer, je voulais vous donner quelques informations pratiques. Donc, nous sommes ensemble pour à peu près 1h30 de direct. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, hein, vous avez commencé à le faire tout au long du webinaire et on répondra à vos questions à la fin de la présentation. Je vous invite aussi à couper vos micros, mais je vois que c'est pratiquement fait par tout le monde afin de faciliter l'écoute et d'éviter les bruits de fond. Et pour information, ce webinaire est enregistré et vous retrouverez la totalité de ce webinaire dans la partie adhérent de notre site qui est donc www.afpral.fr. Donc ah oui, ça marche pas quand je suis en ligne. Si, ça y est. Excusez-moi, c'est un petit peu en retard. Donc, on va commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, par une présentation de l'AFPRAL. Donc, qui est l'AFPRAL? C'est une association qui a plus de 30 ans. Elle est reconnue par le ministère de la Santé comme association d'usagers du système de santé et elle est composée d'une équipe majoritairement de bénévoles. Et nos missions principales sont d'accompagner les familles dans leur parcours avec les allergies et de travailler avec les instances pour améliorer les quotidiens des personnes allergiques et de leur entourage. À quelques semaines de la rentrée scolaire, ce webinaire a pour objectif de faire le point sur l'accueil des enfants allergiques en milieu scolaire. Aussi, je vous laisse la parole je laisse la parole au docteur Leray-Toiti qui va nous présenter les différents aspects du projet d'accueil individualisé. Mais en fait, ce n'est pas le docteur Toiti qui va parler, c'est moi. On a fait des petites modifications au niveau de la présentation. Donc voilà, c'est à moi de commencer. Et on va donc aborder le cadre législatif et réglementaire du PAI. Donc initialement, le PAI est fait vraiment pour un accueil et l'intégration des enfants allergiques. En fait, c'est pour les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé et sur des maladies chroniques. La première circulaire ne date pas d'hier, puisque pour faire un petit historique du PAI, depuis 1999, en fait, on avait déjà des conditions d'accueil des personnes, des enfants et des jeunes allergiques. Et suite à cela, dès 2003, il a été mis en place cette fameuse circulaire de 2003 qu'une grande partie des personnes présentes ce soir doivent connaître. Et, euh, et donc ce PAI, excusez-moi, j'ai été perturbée par le bruit, et ce PAI, en fait, permet d'accueillir les enfants de façon bienveillante et sécuritaire euh, au niveau de l'école, au milieu scolaire et à la cantine et même comment dire, au centre de loisirs. Ça permet de recueillir des informations auprès de la famille, des médecins scolaires et de l'éducation nationale et de mettre en place des aménagements et on va voir le détail un peu plus loin. Donc, en 2003, il y avait cet outil qui est formidable et entre-temps, donc 2003, ça fait plus de 20 ans maintenant, il commençait ce fameux PAI de 2023 avec le formulaire de l'époque, commençait à être un petit peu obsolète puisqu'en fait, la recherche et la recherche scientifique et les connaissances sur les allergies ont évolué. Et donc, en fait, on proposait un accueil qui n'était plus vraiment adapté au protocole qu'on peut mettre aujourd'hui en place pour accueillir, je vais dire correctement, on les accueillait correctement, mais en fait, plus en adéquation avec les protocoles d'aujourd'hui. Tout à l'heure, Dr Nidal Toiti nous expliquera tout ça. Donc, cette circulaire de 2021 a été mise à jour en fonction de tout ça. Elle clarifie la situation. On a un document commun qui uniformise et facilite la prise en charge.
Et bien évidemment, comme je l'ai dit, elle est adaptée en fonction de l'évolution médicale. Comme notamment, aujourd'hui, on peut retrouver sur le fameux PAI la mention peut consommer de l'huile d'arachide ou peut consommer des traces. Et ça, précédemment, ça n'existait pas. Mais parce qu'en fait, on n'avait pas la connaissance médicale sur ce point-là. Donc, le PAI, ça sert de cadre de référence aux établissements d'accueil de la petite enfance, les crèches, les haltes garderies, les jardins d'enfants, les centres de loisirs, en plus donc de l'école, du collège, du lycée. En fait, c'est quelque chose qui accompagne le jeune ou même l'enfant jusqu'à sa majorité tant qu'il est scolarisé. Et même s'il s'agit d'écoles privées qui sont sous contrat ou encore d'établissements type enseignement professionnel. Donc, à l'AFPRAL, on reçoit, en tant qu'association de patients, énormément de demandes des familles. 90% des appels ou des mails que nous recevons concernent le PAI. Donc, ça concerne des problématiques que les familles rencontrent soit avec les collectivités pour 65%, avec la restauration collective pour 20%, ou également des difficultés. Alors, c'est pas directement avec le médecin scolaire ou l'infirmière scolaire, hein, il n'y a pas de. Mais en tout cas, c'est sur la mise en place du PAI à ce moment-là, ou avec aussi les chefs d'établissement ou les professeurs d'école. Donc, on a du boulot. Donc, dans les demandes des familles, sur 2024, on en avait 9 sur 10 de demandes qui étaient en lien avec la cantine. Les problématiques soulevées, c'était surtout, bien évidemment, la mise en place du panier repas systématique, qui, malgré cette nouvelle circulaire qui favorise vraiment une éviction simple, en fonction, bien évidemment, de ce que préconise le médecin allergologue par rapport à ce que euh, comment dire, par rapport à l'enfant et à ses allergies. Les problèmes soulevés aujourd'hui, c'est la mise à l'écart encore des enfants allergiques qui sont isolés à une table où on a la table des enfants allergiques. Le tarif du repas aussi, on est assez sollicité pour ça, puisqu'en fait, les parents apportent un panier repas, mais on leur compte comment dire, la cantine à taux plein. Le refus de mettre à disposition des couverts ou des verres, de refus de disposition de mettre un réchauffe-plat, pas de micro-ondes, rien. Donc, c'est parfois à la charge des parents, alors que cela n'est pas légal, c'est bien inscrit dans les circulaires. Et aussi, ben voilà, on en vient autant on ne nous remet, les collectivités ne mettent pas parfois à disposition le micro-ondes, mais pas forcément non plus le réfrigérateur à disposition pour tenir au frais les paniers repas. Donc là, on a le témoignage d'une famille et je vais laisser le docteur Nidal Touati, Loré Touati, pardon, prendre la parole et nous expliquer, entre guillemets, ce cas, terme que, en tant que patient nous, et en tant que famille, nous n'aimons pas, mais voilà, c'est le cas. Alors, tout d'abord, bonjour à tous, hein, je me suis bien présentée. Donc, je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire et je remercie l'AFPRAL de me l'avoir proposé. Euh, donc, ce qu'on a voulu, donc déjà, alors je me présente, hein, donc je suis allergologue à la fois en cabinet de ville à proximité d'Aix-en-Provence dans une commune qui s'appelle la Fare-les-Oliviers et je suis également praticien attaché au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, hôpital public ou au sein d'une unité transversale d'allergologie, donc enfants-adultes. Donc l'intérêt de ce webinaire, me semble-t-il, c'est de clarifier d'une part, et c'est ce qu'a fait Pascal, le cadre législatif, légal et réglementaire du PAI, parce que c'est toujours bien d'avoir des bases législatives, et ensuite d'aborder les difficultés rencontrées par les familles à l'aide de ce témoignage. J'ai trouvé, avec l'accord de la famille, pertinent de vous présenter ce mail et cette situation qui, de mon point de vue en tant qu'allergologue, est tout à fait représentative des difficultés qu'on a au quotidien, nous en tant que médecins, probablement également toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants allergiques, que ce soit des associations, des familles, des soignants. Donc ce mail, nous l'avons reçu avec Pascal d'une maman d'un enfant de 8 ans que j'ai reçu l'année dernière pour une suspicion d'allergie alimentaire au saumon. Cette maman, à la suite du bilan allergologique que j'ai réalisé, a fait part d'une demande de PAI que j'ai complétée. Et à la suite de ce PAI, eh bien, il y a eu un petit problème avec la mairie qui a refusé l'accès à la cantine et l'accès sans panier repas de cet enfant. Donc ce mail, pour moi, il est intéressant à étudier d'un point de vue sémantique et je vais vous le lire parce que je trouve qu'il est assez intéressant.
Je me permets de vous contacter car nous rencontrons des difficultés avec la cantine de notre fils. Il a une allergie au saumon avec réaction légère. Depuis que la mairie et l'école ont su que nous réalisions des tests, il a été exclu de la cantine. La seule condition pour qu'il y retourne est la mise en place d'un PAI avec fourniture obligatoire d'un panier repas par la famille. De plus, il devra manger à une table séparée de ses camarades. Depuis le 14 avril, je récupère tous les jours mon enfant pour le déjeuner malgré les échanges qu'ils ont pu avoir avec le docteur Leretouati, allergologue, qui nous a donné votre contact, ainsi qu'un mot du médecin pédiatre, tous deux indiquant qu'il pouvait manger les repas à la cantine. Il suffit de ne pas lui donner de saumon, aliment présent 2 fois au menu cette année. Nous nous sommes même engagés à ne pas mettre l'enfant à la cantine les jours où le saumon serait servi. Il nous est demandé de signer ce protocole obligatoire en annexe du PAI en PJ, engageant l'entière responsabilité des parents quant au panier repas, car à la cantine, personne ne surveille le déroulé du repas des enfants allergiques à partir de la primaire, aberrant. Nous ne comprenons pas en quoi l'accueil se veut individualisé, de plus, l'avis des médecins n'est pas pris en compte. Il est anxieux depuis, il se plaint sans cesse de maux de ventre et professionnellement, ce n'est plus tenable pour moi d'aller chercher mon enfant tous les jours à 11h30. Il y a plusieurs années, un enfant est décédé sur la commune à cause d'une allergie alimentaire. C'est dramatique, bien évidemment. Depuis, ce protocole obligatoire a été mis en place. Nous ne sommes pas inconscients, nous avons consulté un médecin spécialiste. La situation de mon enfant ne justifie pas ce protocole drastique. Nous avons tout de même envoyé un PAI rempli par le docteur Nidal Retouati. Nous attendons le retour du médecin scolaire. En cas de panier repas encore imposé, que pouvons-nous faire pour que les droits de notre fille soient respectés? Les mots-clés que je retiens dans ce mail, ce sont les mots exclus, obligatoire, table séparée, anxieux, maux de ventre, ce n'est plus tenable, dramatique, décédé, drastique. Alors, pas tout de suite, Pascal, ça va trop vite. Drastique, pas inconscient, reviens un petit peu. Panier repas imposé, aberrant. Donc j'ai essayé de regrouper dans ce mail les champs lexicaux. Donc ce qu'on retrouve, c'est l'exclusion, l'isolement. Donc là, on peut passer. On retrouve également le subissement, l'absence de choix. On retrouve également la culpabilité. Nous ne sommes pas inconscients, on fait porter aux parents la culpabilité de laisser leur enfant à l'école sans panier repas et donc en faisant penser que c'est un danger. Et là, on peut passer l'angoisse, la psychosomatisation de cet enfant, ce que nous, en milieu scolaire, ce qui n'est pas forcément vu, mais ce que nous, on voit en tant qu'allergologue, notamment quand les enfants grandissent. Et puis, dernier point, l'incompréhension et la colère. Et je vous invite à compter le nombre de points d'exclamation qu'il y a dans ce mail. Donc, on peut passer la slide. Donc Donc, là, je te merci. laisse à nouveau le relais, Pascal. Oui, merci. Donc, en fait, les autres difficultés rencontrées par les familles, c'est le non-respect de l'affichage des allergènes dans le menu. Donc, depuis 1er juillet 2015, il est obligatoire pour les cantines également, même si parfois ils se cachent derrière des tas d'excuses sur le fait qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire. Mais oui, par rapport à la réglementation INCO, qui est une réglementation européenne, et qui a été validé, on va dire, et aménagé en France depuis le premier et applicable en France depuis le 1er juillet 2015. 2015, c'est bien ça, ça fait 10 ans. Il est obligatoire donc de bien spécifier les allergènes à déclaration obligatoire. Et donc, c'était vraiment une précision parce qu'on ne va pas en reparler plus loin, je crois plus. Et surtout, le non-respect des recommandations du médecin allergologue et le refus de mettre en place l'éviction simple. Pourtant, là, on voit, hein, ça c'est un copier-coller d'une partie du PAI, qu'il y a vraiment des spécificités à noter pour chaque enfant. Et donc, ça, le médecin qui suit l'enfant, le médecin allergologue, c'est lui le plus à même de pouvoir répondre cocher les bonnes cases. Et il n'y a pas de raison que la collectivité ne suive pas ces recommandations. Donc, la réglementation INCO, voilà, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, là, sur la slide précédente. C'est bien, ça concerne l'information du consommateur. C'est obligatoire de noter la liste des ingrédients. On va passer rapidement. Pour en savoir plus, vous pourrez retrouver des informations sur notre site. Et cette information des consommateurs de la présence d'allergènes dans les produits alimentaires, on l'a bien dit il y a quelques minutes, c'est bien depuis, alors il y a le décret qui est de 17 avril 2015, mais l'application et l'entrée en vigueur, c'était juillet 2015.
sur les denrées non préemballées. Donc, c'est vraiment ce que vous retrouvez à la cantine. Là, on va parler que de la cantine, mais également au restaurant, à la boulangerie, au rayon traiteur des supermarchés, partout. Il y a vraiment cette obligation. Donc, comme on vient de le préciser aussi, cette réglementation oblige à indiquer clairement la liste des 14 allergènes. On ne l'a pas redéfini ici, mais c'est vraiment tout ce qui est fruits à coque, lait, œufs, etc. Et la modalité pour mettre en évidence ces allergènes, il faut vraiment le distinguer du reste des ingrédients. Et sur le menu, notamment à la cantine, on doit avoir non pas euh, les plats proposés cette semaine sont susceptibles de contenir, et on met la liste des 14, mais vraiment recette par recette, c'est-à-dire le menu du jour, c'est entrée salade de tomates avec de la mozza, eh bien on va dire entrée présence de lait, puisque la mozzarella, c'est du lait. Plat principal, lapin à la moutarde, eh bien, on va rajouter lapin à la moutarde, contient du lait, contient de la moutarde, et puis, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Si ce jour-là, le cuisinier veut rajouter de l'arachide, eh bien, on va bien spécifier arachide aussi. Donc, il faut vraiment, vraiment bien expliquer noter ça et c'est vraiment de la responsabilité des collectivités de le demander à leurs fournisseurs quand ils sous-traitent la restauration collective à des sociétés de restauration collective. Après, les demandes inappropriées, toujours. Je pense que parmi vous, ça doit arriver, ça a dû arriver. On a dû vous demander des certificats que nous appelons de bonne santé, c'est-à-dire quand votre enfant n'est plus allergique, eh bien, et quand donc vous demandez la levée du PAI, la collectivité vous demande de fournir un certificat médical qui atteste du fait que votre enfant n'est plus allergique. Et ça, c'est totalement inadmissible et surtout illégal. On ne peut pas vous demander ce certificat médical. Nous avons les textes également. Et aussi, il y a des demandes d'attestation de décharge de responsabilité du personnel en cas d'accident. Là, on a un modèle d'une certaine commune. Là, bon, enfin, bref, on va peut-être pas forcément, vous le voyez peut-être, le nom de la commune, qui demande donc aux parents, je sous-signais, atteste que en cas d'accident, eh bien, c'est la faute de personne, à part la mienne, en gros. Donc, on déresponsabilise totalement l'équipe encadrante, alors que non, à partir du moment où il y a un PAI, on n'a absolument pas besoin de signer aucune autre attestation, ni décharge, ni attestation de quoi que ce soit. C'est le PAI qui fait foi. Et là, je Donc, laisse la parole au docteur Toiti. ouais. Donc, vous voyez, en fait, la difficulté et les difficultés rencontrées par les familles, c'est qu'il y a des choses complètement hétérogènes. Il y a des problématiques hétérogènes. Et donc, nous, on se retrouve dans ce bourbier de problématiques hétérogènes. En tant qu'allergologue, et là, je vais regarder mon point de vue médical. Euh, la problématique de l'allergie, c'est la problématique du juste milieu. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné, et ça c'est notre rôle en tant qu'allergologue, arriver à le transmettre, arriver à trouver ce juste milieu entre quelque chose de grave ou quelque chose qui n'est pas grave. Donc il ne faut pas tomber dans la banalisation. On entend parfois, ah, mais il y a beaucoup d'allergiques, ah, mais ça doit être psychologique. Donc voilà, j'ai mis volontairement une photo d'urticaire. Donc on tombe soit dans la banalisation, soit à l'inverse, l'excès, la peur, et la peur notamment du médico-légal. J'attire votre attention, par exemple, d'un point de vue purement médical, sur les deux photos que j'ai mises. Les deux photos que j'ai mises ont la même gravité. Donc moi, quand j'ai un patient qui présente l'urticaire comme la photo de gauche, ou un angioëdème du visage à droite, d'un point de vue purement allergologique, la gravité est la même. Et donc souvent, il y a un problème de méconnaissance face aux signes cliniques qui vont soit vers une banalisation, une urticaire, ça peut être un signe qui peut être important, ou bien vers une peur où on imagine qu'un angioëdème, c'est quelque chose de grave. Donc là, on peut passer la slide. Donc nous, ce qui nous embête, c'est qu'en effet, on a en tant qu'allergologue une expertise particulière qui, de mon point de vue, n'est pas l'expertise du médecin généraliste, qui n'est pas l'expertise du pédiatre, parce qu'on a des outils à notre disposition pour permettre de comprendre. Et quand on a un patient face à nous, ben, il faut imaginer que on récupère des données cliniques à l'interrogatoire, des données cliniques à l'aide de nos tests cutanés ou des examens complémentaires qu'on peut demander. Et tout ça, on le remue et à la fin, on fait une évaluation. Dans les données qu'on recherche lorsqu'on examine un patient,
On a des données médicales pures. Donc là, on peut passer. Dans ces données médicales, l'histoire clinique est importante. Il n'y a pas une allergie, mais plusieurs types d'allergies. On a des allergies IgE médiées, on a des allergies non IgE médiées. Sans rentrer dans les détails, donc on a des mécanismes physiopathologiques différents, avec des gravités différentes et des conduites à tenir différentes. Lorsque la réaction, quand l'histoire clinique, alors non, quand l'histoire clinique est compatible avec une réaction immédiate, donc dite IgE médiée, ensuite, nous, on classe la gravité de cette réaction IgE médiée selon une classification qui s'appelle la classification de Ring et Mesmer. Pour les enfants ou les familles d'enfants allergiques, c'est une classification qui doit vous être familière. Donc cette classification est importante puisque une fois qu'on a identifié le mécanisme, on va grader finalement cette réaction et la classer selon sa gravité. Et puis, dans ce que l'on recherche, le type d'allergène est important pour nous. Euh, on a des allergènes qui intrinsèquement sont sévères, d'autres qui le sont extrinsèquement. On sait que dans les données de la littérature, il y en a qui ressortent un peu plus. Est-ce que c'est un allergène qui fait partie des allergènes à déclaration obligatoire ou est-ce que c'est un allergène qu'on ne peut pas identifier? Est-ce que c'est quelque chose de visible? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas visible? Donc les données médicales sont importantes dans notre façon d'évaluer l'enfant ou l'adolescent qui va être vu en consultation. Ensuite, on va identifier le terrain du patient. Donc le terrain du patient, c'est quoi? Ce sont ses antécédents. Si l'enfant est asthmatique, est-ce qu'il est asthmatique? Est-ce qu'il est contrôlé? Pas contrôlé? Est-ce qu'il est porteur ou non d'une dermatite atopique? Est-ce qu'il y a des éléments en faveur de ce qu'on appelle une mastocytose systémique? Donc ce sont des éléments qui vont forcément entrer en considération dans notre évaluation. L'âge également est important. Et puis il y a l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est l'éloignement géographique d'un centre hospitalier, d'une structure d'urgence. Et puis également l'environnement familial. Est-ce que les parents sont ensemble? Est-ce qu'ils sont séparés? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce que la famille est compétente dans la compréhension de ce qu'on raconte de l'allergie et de sa prise en charge? Tout ceci, on le mélange, on fait une évaluation et avec cette évaluation, on va établir des recommandations d'accueil en milieu scolaire et notamment en milieu de cantine. Et on va établir si on pense qu'une éviction simple suffit, c'est-à-dire si la restauration scolaire est autorisée avec une responsabilité de la lecture des menus par les parents sous réserve d'une réglementation ENCO qui est appliquée, qui est obligatoire. Est-ce que c'est un régime spécifique garanti par le distributeur de restauration collective? Nous avons par exemple à Marseille un distributeur qui s'appelle la Sodexo qui permet de distribuer des menus, des repas sans allergènes aux enfants dits allergiques. Ou bien est-ce qu'on propose un panier repas? Et donc là, c'est la responsabilité de la famille, c'est la famille qui fait les paniers repas. Donc on propose ces éléments à travers tout ça. On ne va pas réfléchir de la même façon si c'est une allergie non IgE médiée, un allergène qui est facilement reconnaissable et qui ne fait pas partie de la liste des allergènes à déclaration obligatoire, par exemple, chez un enfant qui n'a pas de facteur de risque. Hein, les antécédents, c'est aussi les facteurs de risque. Donc là, on peut passer la slide. Donc, il y a quelques années, le groupe de travail donc sur l'anaphylaxie et allergie alimentaire de la Société française d'allergologie s'est réuni et a réfléchi finalement aux conditions d'établissement du PAI en cas d'urgence allergique alimentaire. Donc en gros, à quel moment il y a une indication à mettre en place un PAI, à quel moment il y a une indication à mettre en place l'adrénaline. Et donc, ils ont stratifié ces conditions d'établissement en différents groupes. Donc, ils ont évalué différents types de situations. Le groupe 1, c'est le cas où le PAI doit être accompagné de la prescription d'adrénaline. Je vous invite vraiment toutes les personnes qui travaillent en milieu scolaire à lire ces documents. Le groupe 1, donc cas où le PAI doit être accompagné de la prescription d'adrénaline. Ça sous-entend qu'on a bien des PAI où l'adrénaline n'est pas prescrite. Et donc là, ils ont identifié des situations bien particulières. Le choc anaphylactique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'anaphylaxie de grade 3, par allergie alimentaire. Par allergie alimentaire, hein, là, ils ont pris tous les types d'allergies. Et là, c'est l'allergie alimentaire. L'angioœdème laryngé, ce qu'on appelle communément et qu'on n'aime pas trop l'œdème de Coinck. L'angioœdème laryngé par allergie alimentaire. L'asthme aigu grave par allergie alimentaire. L'urticaire généralisé par allergie alimentaire ou le choc anaphylactique idiopathique. Le groupe 2, c'est le cas où le PAI doit être accompagné d'une trousse d'urgence dont le contenu est prescrit selon l'expertise allergologique, précisément avec ce que je vous ai montré précédemment, au cas par cas. Et c'est là où le protocole, toute l'essence du protocole et le caractère individualisé prend son sens.
Donc des allergies alimentaires survenant sur des terrains particuliers, je vous parlais du terrain médical, et des allergies alimentaires multiples, avec de très faibles doses réactogènes à un aliment, une mastocytose confirmée, des allergies à des aliments souvent responsables d'allergies sévères, en particulier l'arachide, les fruits à coque, en particulier dans les fruits à coque, la noisette qui ressort, le sésame, le lait de chèvre, brebis, poisson, crustacés, mais ça c'est au cas par cas. Groupe 3, le cas où le PAI est prescrit pour des évictions alimentaires simples, donc des allergies alimentaires donnant des symptômes sans gravité, un syndrome oral par exemple, un enfant qui mange quelque chose, ça pique, ça gonfle un petit peu autour de la bouche, ça peut voilà, faire un petit érythème péribuccal ou déclenché par des quantités importantes où on imagine que le seuil est quand même assez haut. Et le groupe 4, c'est, et ça existe, des allergies alimentaires qui ne relèvent pas de demande de PAI. En fait, on peut avoir des sensibilisations à des allergènes alimentaires découverts lors du bilan systématique, mais sans pertinence clinique, donc il n'y a pas de signe clinique associé. On en voit beaucoup lors de nos consultations, des enfants qui sont en éviction depuis plusieurs années parce qu'ils ont été vus pour une dermatite atopique modérée à sévère et parce qu'un allergologue leur a fait des tests cutanés. Et du coup, on retrouve des multiples sensibilisations. Et là, c'est le truc infernal, quoi, où en fait, ils continuent à consulter parce qu'ils ne savent pas si leur enfant est allergique ou pas. Les symptômes digestifs chroniques, on parle voilà, de troubles digestifs chroniques, de troubles fonctionnels intestinaux, une allergie alimentaire de la petite enfance cliniquement guérie ou des allégations d'allergie alimentaire par l'entourage familial pour lesquels l'enquête diagnostique ne confirme pas l'existence d'une allergie alimentaire. Donc là, il n'y a pas d'indication à faire un PAI. On peut passer la slide. Donc, on passe du one size fits all qu'on nous impose aujourd'hui à one size does not fit all. C'est-à-dire que chaque enfant, chaque adolescent doit bénéficier d'une évaluation individuelle. Alors, on peut me dire que c'est peut-être facile de dire ça, mais je crois que c'est toute l'essence et vraiment toute l'âme du protocole d'accueil individualisé, c'est considérer que chaque enfant est différent et que chaque enfant va nécessiter une expertise spécifique. On peut passer la slide. Et c'est là où, en fait, on va rentrer dans quelque chose de conceptuel et qui, à mon avis, est la problématique inhérente au PAI. C'est ces notions d'erreur et de risque qui nous font peur. L'erreur, c'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est l'écart involontaire entre une règle fixée ou l'intention de celui qui agit et ce qui est effectivement réalisé. L'erreur est humaine, on le sait, il y a différents types d'erreurs. L'erreur de routine, l'erreur de règle, l'erreur de connaissance. Je ne sais pas que la réglementation INCO est obligatoire. Je ne sais pas que quand je suis allergique aux poissons, j'ai le droit de consommer des fruits de mer. Et puis, de ces erreurs, on en déduit aussi un risque intrinsèque, un risque résiduel, un risque inacceptable, risque pour lequel les conséquences sont inacceptables, un risque acceptable, risque pour lequel les conséquences sont acceptables. Et là, je mettrai à part le risque inattendu, inhérent à l'accueil d'enfants, qu'il soit allergique ou pas, quelle que soit la situation, il existe des risques qui n'ont pas été identifiés, on va juste en parler après. Et la seule question qui doit se poser, de mon point de vue, hein, et que je pense que tous les co-signataires, que ce soit des administratifs, des médicaux, des paramédicaux, ou des familles, doivent se poser, c'est quelles erreurs et risques suis-je prêt à accepter pour l'accueil de l'enfant allergique? Et je crois que c'est cette question-là, on devrait tous se la poser quand on est face à un PAI. Alors quand je parle de risque inattendu, on peut passer la slide, je crois que c'est important d'avoir cette statistique, cette donnée statistique issue des données du réseau d'allergovigilance qui remonte tous les cas rapportés d'anaphylaxie. Et là, en l'occurrence, c'était les anaphylaxies alimentaires en milieu scolaire, publiées dans la Revue française d'allergo en 2015. Et donc, ils ont euh, colligé 56 cas déclarés et donc identifié certains éléments de ces 56 cas déclarés. Eh bien, parmi ces cas d'anaphylaxie alimentaire en milieu scolaire, la majorité de ces cas survenaient sur des enfants qui n'avaient des allergies qui n'étaient pas connues. Donc, par définition, c'est un risque qu'on ne peut pas palper. Hein. Les accidents sont inévitables avec des allergènes totalement divers. C'est important d'avoir ces statistiques en tête. Dans la majorité des cas, les anaphylaxies alimentaires en milieu scolaire surviennent chez des enfants qui ne sont pas connus pour être allergiques. Et donc, c'est important d'avoir ces deux éléments parce que quand on passe la slide d'après, et tu peux passer même encore une fois, eh bien, toutes les mesures, alors non, juste avant, tu es passé trop Pardon. vite, juste avant, toutes les mesures qu'on va mettre en place quand on réfléchit, non, il faut passer la slide,
Je vais y arriver. Voilà, c'est celle-là. Toutes les mesures qu'on va mettre en place pour l'accueil de l'enfant allergique, et je vous laisse vraiment 2 minutes y réfléchir. Elle est chargée cette slide, mais c'est important. C'est tout ce qu'on va mettre en place, tous ensemble, co-signataires du PAI, pour atténuer ce risque. Le risque, c'est quoi quand on est allergique? C'est le risque anaphylactique. En gros, c'est ça qui nous fait peur. Et donc, on va tous réfléchir à tout ce qu'on va mettre en place pour prévenir, lorsque le risque est connu, est identifié, ou protéger, donc agir sur la gravité de l'événement redouté, ou en tout cas mettre en place tout ce qu'il faut pour réduire la gravité de l'événement si l'événement survient. Et c'est ça qu'on appelle finalement l'association des deux, protection-prévention, la précaution. En fait, on essaye de tout faire pour réduire le risque. Maintenant, je crois qu'il faut partir du postulat que mettre en place des mesures draconiennes en imaginant rendre ce risque nul est illusoire. C'est pour ça que je dis qu'il y a un risque résiduel. Il y aura toujours un risque à partir du moment où j'accueille un enfant allergique alimentaire et on ne peut pas l'empêcher d'aller à l'école et on ne peut pas l'empêcher d'aller à la cantine et on ne peut pas le mettre de côté non plus et l'ostraciser et le discriminer parce qu'il est allergique. Par contre, réfléchir de façon rationnelle, tous ensemble, à tout ce qu'on peut mettre en place pour réduire ce risque en visualisant le fait qu'il y a un risque résiduel et qu'il sera là, et le rendre acceptable, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, quand on a ces données en tête, là, c'est pareil, je vous invite toujours à avoir cette matrice en tête. Cette matrice, elle dit quoi? Elle dit, en gros, j'ai un enfant allergique avec une gravité potentielle. Sur un enfant allergique IgE médié, avec la classification de Ring et Mesmer que j'ai évoquée juste avant. Et dans ma matrice, je vais également réfléchir à la probabilité d'occurrence de l'événement que je redoute, c'est-à-dire la réaction anaphylactique. Et ensuite, c'est à nous d'identifier comment faire pour mettre en place des choses pour rendre ce risque acceptable. Que l'allergie soit connue ou que l'allergie ne soit pas connue. Si l'allergie est connue, on peut cliquer. Si l'allergie est connue et que la probabilité d'occurrence est moyenne, je vais tout faire pour réduire la probabilité d'occurrence en donnant à mon patient des compétences d'adaptation, de savoir et de savoir-être. Sur une allergie qui est connue, hein. Par exemple, l'enfant sait reconnaître une noisette. L'enfant sait reconnaître une noix de cajou. L'enfant sait que dans une sauce pesto, il peut y avoir de la noix de cajou. Donc toutes ces compétences-là, c'est des compétences que nous, on essaye de donner aux enfants, qu'on transfère également, on transmet aux familles. Mais ça, c'est une façon finalement de réduire la probabilité d'occurrence de l'événement redouté. Si l'enfant s'est refusé, eh bien, donc on réduit la probabilité d'occurrence de l'événement qu'on redoute et on le rend un peu plus acceptable. Pour réduire la gravité de cette réaction, là on peut passer, eh bien, on va lui donner des compétences d'auto-soin. Et là, c'est tout ce qu'on appelle le savoir-faire, c'est-à-dire que l'éducation thérapeutique, on va expliquer et mettre à sa disposition la trousse d'urgence, mais aussi réfléchir à si l'événement survient quand même, quel est le protocole à mettre en place et quelle est la séquence. C'est-à-dire que qui est prévenu, comment ça se passe en fait, qui est formé, est-ce que tout le monde est formé, est-ce qu'à la cantine, les personnes sont formées à la reconnaissance, la gestion de l'anaphylaxie et la réalisation de l'adrénaline s'il y a besoin de faire de l'adrénaline. Et ces compétences d'auto-soin vont permettre de réduire la gravité de l'événement que je redoute si l'événement survient, malgré toutes les mesures de réduction de la probabilité d'occurrence que j'aurais pu mettre en place. Donc ça, c'est des exemples en fait, hein. On peut en passer plusieurs. L'étiquetage obligatoire, la réglementation INCO, si je l'applique et si tout le monde joue le jeu, bah, je réduis la probabilité d'occurrence de l'événement redouté, sans exagérer le risque. Il n'y a pas de raison, si je suis allergique à l'arachide et que la réglementation INCO est respectée et que l'affichage est effectif, bah, il n'y a pas de raison de m'exposer. Je réduis la probabilité d'occurrence de l'événement redouté. Mais si j'accueille un enfant alors que ma réglementation INCO n'est pas appliquée, eh bien, cette probabilité devient forte. Et bien sûr, à la cantine, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit l'infirmerie, la cantine, à partir du moment où j'expose l'enfant et que du coup la probabilité est forte parce que la réglementation INCO n'est pas appliquée, eh bien il faut que je sache utiliser, reconnaître l'anaphylaxie, c'est une chose, reconnaître les réactions et agir en conséquent en fonction. Donc savoir, savoir-être, savoir-faire. Donc tout ceci, cette matrice, elle est importante à avoir en tête à partir du moment où j'accueille un enfant allergique, que ce soit en consultation, à l'école, à la cantine, et quel que soit mon niveau de compétence. Et donc la deuxième question que les co-signataires du PAI doivent se poser, c'est que dois-je mettre en place pour rendre in fine ce risque acceptable? Et est-ce que toutes ces cases, elles sont cochées quand j'accueille mon enfant allergique, quoi, sans
tout brouiller, juste visualiser les choses et les prendre les unes après les autres. Donc on peut passer la slide. Donc, je crois que si entre co-signataires, chefs d'établissement, mairie, médecin rédacteur du pays, médecin de l'éducation nationale, famille, on arrive à répondre à ces deux questions, on communique et on arrive à se faire confiance, à mon avis, on sera tous gagnants dans la mise en place de ce document qui est honnêtement très, très compliqué et assez sensible, qui est le protocole d'accueil individualisé. Et s'il y a un mot qui est important, pour moi, c'est se faire confiance. C'est-à-dire que quand l'allergologue dit, et je parle par exemple, je reprends l'exemple de cet enfant allergique au saumon qui tolérait les autres poissons, avec une réaction de grade 1 qui n'était pas sévère. Si l'allergologue dit, s'il consomme les autres poissons et qu'il n'y a que le saumon qui était positif, si je peux laisser mon enfant manger à la cantine et puis le sortir de la cantine les jours où il y a du saumon, bah, peut-être faire confiance à la famille qui n'a pas d'intérêt à mettre en danger son enfant et au médecin allergologue qui, lui, a fait l'expertise encore une fois clinique, hein, l'interrogatoire, l'histoire clinique, les tests cutanés, les tests biologiques, savoir quel type d'allergie il fait, juste se faire confiance en fait et communiquer, c'est à mon avis le socle de la réussite de ces protocoles d'accueil individualisés. Merci Nidal pour toutes ces explications et ce point sur la sécurité. Et comme toi, bah, l'AFPRAL, on partage vraiment cette compétence à avoir, c'est se faire confiance et puis la co-responsabilité. Là, on a vraiment bien tous les acteurs du PAI, le chef d'établissement, la mairie, donc collectivité en général, le médecin prescripteur, nationale et les familles. Et c'est vraiment tenter de travailler tous ensemble et de se faire confiance. Et c'est vraiment une co-responsabilité pour pouvoir accueillir au mieux ben, nos petits-enfants allergiques qui méritent d'être accueillis de façon tout à fait bienveillante. Donc pour terminer, alors pas pour terminer, ça marche que quand ça veut, il faut que je clique ailleurs. Voilà. En fait, maintenant, on va passer donc aux témoignages et aux échanges, à vos questions, répondre à vos questions. On en avait reçu déjà un certain nombre dans les bulletins d'inscription. Donc voilà, je sais pas, je vais laisser faire à ce moment-là Stéphanie qui va nous poser les bonnes questions et aussi bien Nidal Totid et moi-même, nous allons tenter d'y répondre. Alors, effectivement, on a déjà récolté quelques questions en amont. Pendant ce temps, n'hésitez pas vous aussi à poser vos questions si vous en avez dans le chat. Donc, les questions étaient d'abord d'ordre un petit peu juridique. Est-ce que le fait d'imposer le panier repas aux enfants allergiques de façon systématique constitue une discrimination fondée sur l'état de santé? Je ne sais pas qui veut y répondre. Et Oui, si on la peut passer question peut-être. est claire ou pas, en fait, peut-on refuser un enfant à la cantine en fait à cause de ses allergies? Mais Tu veux répondre, Nidal, Vas-y, ou... vas-y, Pascal. Bon, allez, tu compléteras éventuellement ou certainement. Donc, alors déjà, non, on ne peut pas refuser à un enfant à cause de ses allergies. Comme tu l'as donné dans la question, c'est une discrimination pour raison de santé. Et donc, on ne peut absolument pas refuser cet enfant à la cantine. Alors, parfois, les collectivités disent oui, mais la cantine n'est pas obligatoire. Mais non, effectivement, cantine n'est pas obligatoire. Mais à partir du moment où le service est proposé, eh bien, tous les enfants ont le droit d'y accéder. Pour faire très simple, voilà. Et il y a également il y a un article du Code de l'éducation qui précise également qu'aucune discrimination ne doit être mise en place par rapport à la santé de l'enfant. Et le Voilà. fait d'imposer le panier repas, est-ce que c'est discriminatoire ou pas du coup? Alors oui, on peut le dire, hein, donc selon la circulaire du 10 février 2021, la circulaire qui est complètement accessible, ce qui est noté, c'est que si l'enfant ou l'adolescent est inscrit à la restauration collective, il est souhaitable qu'il puisse prendre son repas avec ses pairs en évitant que possible toute stigmatisation ou exclusion et en développant son autonomie. Il ressort de tout ce qui précède que le panier repas ne doit pas être une solution envisagée en premier recours.
Donc voilà, ça, c'est vraiment tout ce qui a été expliqué hein, en fait pendant tout au long de la présentation. C'est vraiment du cas par cas et c'est le propre pardon, du projet d'accueil individualisé. Et je rajouterai aussi, excuse-moi Stéphanie, je rajouterai également que pour renforcer la circulaire de 2021, il y a même une décision du défenseur des droits qui date de novembre 2023 qui vient appuyer la réponse que vient de nous apporter Nidal. Donc là, pareil, je vous invite à retrouver cette décision des défenseurs des droits. On l'a sur notre site, vous pouvez voilà, la retrouver facilement ou sur Google. Et en fait, il est bien spécifié que imposer la fourniture d'un repas à tous les enfants allergiques ou intolérants alimentaires sans évaluation de leur situation individuelle constitue aussi une discrimination fondée sur leur état de santé. Donc, on en revient vraiment aussi à la circulaire, à ce qui est noté dans la circulaire, et on ne peut pas imposer la fourniture d'un panier repas à un enfant sans avoir étudié individuellement le cas. Alors, je vois qu'il y a une remarque. La décision du défenseur des droits est-elle contraignante? Mon assistante juridique me dit que non. En effet, c'est bien la problématique, c'est que la décision du défenseur des droits n'est absolument pas contraignante. Par contre, cette décision-là, qu'a évoquée Pascal, a permis tout de même la création d'un groupe de travail avec l'Association des maires de France, l'AFPRAL, et la Société française d'allergologie, le syndicat des allergologues, pour pouvoir discuter d'une façon d'accueillir ces enfants de façon tout à fait sereine et bienveillante et arriver à trouver des solutions face à ces blocages. Mais non, la décision du défenseur des droits n'est absolument pas contraignante. Alors, nous, on va apporter en tant qu'AFPRAL une remarque juridique parce que parmi nos bénévoles, nous avons la chance d'avoir une avocate spécialiste du droit des collectivités qui nous a bien précisé qu'effectivement, la décision du défenseur des droits n'est pas contraignante, mais en revanche, alors, en général, on n'est pas forcément pour que les parents aillent au tribunal administratif, mais dans certains cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans que la réglementation INCO notamment est obligatoire, que ce n'est toujours pas fait. Donc, par moment, il faut peut-être aussi aller un peu plus fort. Mais en tout cas, si le tribunal administratif s'appuie sur la décision comment dire, du défenseur des droits, eh bien, la collectivité sera à ce moment-là contrainte par le tribunal administratif. Donc, c'est plus long que le fait simplement que le défenseur des droits a donné cette information. Il y a cette décision. Pour qu'elle soit applicable, il faut qu'il y ait un jugement du tribunal administratif pour faire plus concis. Merci pour ces précisions. Alors, on a pas mal de questions sur la réglementation INCO également. Je vais essayer de rassembler un petit peu. Il y a d'une part, ma cantine n'affiche pas correctement les allergènes. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a aussi Camille qui nous a fait une remarque. Le prestataire, en fait, invoque l'article R412-15 du Code de la consommation pour justifier qu'il n'affiche pas la liste des allergènes. Voilà. Comme quoi, en fait, il y a vraiment, enfin, il y a du tout et n'importe quoi, honnêtement, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que chacun y va de son argument. Il faut vous dire, il faut clairement, dans les solutions qu'on peut vous apporter, à partir du moment où la réglementation INCO n'est pas bien appliquée ou pas appliquée du tout, sachez qu'il y a une possibilité de saisir la DGCCRF, mais également la DPPP. Donc ça, ils y sont particulièrement vigilants. Donc, ne restez pas, entre guillemets, dans votre coin en se disant, ah bah oui, ils m'ont dit ça, donc il faut le prendre comme acquis. Eux, ils ont plutôt intérêt à vous dire ça. Il faut saisir, en fait, à un moment donné, les autorités et juste bah, qu'ils comprennent que c'est une réglementation obligatoire. Et comme disait tout à l'heure Pascal, il y a une façon de rédiger les allergènes à déclaration obligatoire, il y a une façon de les étiqueter, il y a une façon de les lister, et il faut qu'ils soient accessibles d'une façon ou d'une autre. On n'est pas obligé de les mettre tous affichés, mais il faut qu'ils soient accessibles, il faut qu'ils soient bien rédigés. Et j'ajoute d'ailleurs un petit point qui n'est pas forcément connu, mais qu'on retrouve régulièrement. La présence d'allergènes à déclaration obligatoire dans les traces ne doit pas être affichée. Ah oui, Il y a on beaucoup peut qui préciser. surfent aussi sur cette problématique-là. C'est-à-dire que pour se couvrir,
Ils mettent tout. Donc, quand c'est peut contenir des traces de fruits à coque à la cantine, ils mettent fruits à coque dans les allergènes à déclaration obligatoire. Donc, ça, c'est illégal, en fait. Donc, ça se signale. Donc, dans les solutions, parce que l'intérêt de ce webinaire, c'est aussi d'apporter des solutions et pas se retrouver seul. Déjà, se rendre compte que les problématiques, elles sont nationales, elles sont à différents niveaux, mais qu'il y a aussi des solutions qu'on peut vous apporter. Et je crois qu'une des solutions, c'est aussi s'appuyer sur des associations comme l'AFPRAL pour vous donner des liens. Et moi, pour rebondir sur justement cet article qui a été mis en avant dans le Code de la consommation, en fait, il faut aussi retenir avant tout que le PAI, c'est un document d'information, un document de santé pour mettre en avant, mettre en avant les difficultés de santé d'un enfant avec tout un aménagement qui l'accompagne. Alors que la réglementation INCO, c'est une information des consommateurs. C'est-à-dire que l'information du consommateur, la réglementation INCO, l'affichage des allergènes ne concerne pas que les enfants ou les adultes qui ont un PAI. Mais, quoi, les adultes n'ont pas de PAI, excusez-moi, mais les enfants qui ont un PAI, mais concernent vraiment toutes les personnes qui fréquentent, tous les enfants qui fréquentent la restauration collective. Donc, c'est un mauvais prétexte. Il faudrait pour cela, parce qu'effectivement, il y a un petit encart sur ce fameux article R114, en fait, il faudrait sinon que le prestataire consulte tous comment dire, tous les demi-pensionnaires, tous les enfants qui fréquentent la cantine, qu'ils relèvent, que les parents disent effectivement cet enfant peut manger ça ou pas, et que toutes ces informations soient conservées pendant au moins 3 ans. Mais là, comment dire, on se heurte également aux problématiques de RGPD, etc., et à l'indiscrétion des familles. Donc, c'est absolument pas applicable. Initialement, et ça je peux donner l'information pour avoir participé au groupe de travail dès 2013 au niveau de la DGCRF pour l'adaptation de la réglementation INCO, qui était donc une réglementation européenne et l'adapter au niveau de la France. Ce petit article avait été mis en place parce qu'en fait, le seul endroit où la réglementation ne s'impose pas, parce que là, on répertorie vraiment les conditions de tous comment dire, les pensionnaires, c'est pour les centres hospitaliers, EHPAD, etc., et les centres pénitentiaires. Voilà pourquoi ce petit article avait été fait, mais absolument pas pour les écoles. Je me permets juste de clarifier, parce qu'il y a des échanges dans le chat. Non, les traces ne sont pas mentionnées. Ce sont vraiment les aliments mis intentionnellement, en fait, qui figurent dans la liste des 14 allergènes à déclaration obligatoire. Voilà, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Oui, alors comment Alors, accéder à la liste si elles ne sont pas affichées? Ben, il faut contraindre en fait, hein, en leur disant que c'est obligatoire. En fait, il faut rappeler les mairies, faut leur rappeler leurs obligations d'affichage des allergènes à déclaration obligatoire. Donc, il n'y a pas d'accès à la liste si elles ne sont pas affichées. Il faut demander gentiment aux mairies, bah, tout simplement, d'afficher les allergènes à déclaration obligatoire. Et honnêtement, moi, ça m'est arrivé pour plusieurs mairies et elles se sont toutes pliées à cette obligation. En fait, elles ne se rendaient pas compte que c'était si important puisqu'elles imposaient le panier repas à tous. et même Oui, des mairies plus que réfractaires depuis un certain nombre d'années, c'est pas encore gagné, mais qui ont ouvert des portes. Alors, c'est certain qu'on les rencontre à plusieurs reprises, il y a des réunions, etc., mais qui commencent à ouvrir des portes. Alors, sur les traces, toujours une problématique. Les traces, dans quasiment toutes, tous les cas, j'allais dire 99,9% des cas, sont autorisées. Donc ça, c'est important aussi. Donc il y a beaucoup de méconnaissances autour des allergies. Donc les traces, dans la grande, grande, grande majorité des cas, on s'en fiche. En fait, elles sont autorisées. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi est une idée reçue, comme beaucoup de choses en allergologie. Donc en Et fait, en on s'en fait, fiche d'accéder aux traces. oui, pardon, Pardon. pour vous expliquer aussi pourquoi la différence qu'il y a entre la trace de l'industriel et la trace de l'allergologue, il y a une étude il y a quelques années, l'étude Manoé, qui a été publiée en 2015, si je me trompe pas, ou 2013. Et en fait, il y a une étude pendant 5 ans qui faisait un état des lieux des traces chez l'industriel
et les traces pour l'allergologue. Et en fait, l'allergologue, on l'a bien vu de toute façon tout à l'heure dans une des slides, quand on parle de traces et quand on réagit aussi à des seuils, il s'agit de quelques milligrammes. Hein, ça, tu me corrigeras, Nidal, puisque c'est toi qui as la connaissance scientifique. Alors que, donc, ça c'est vraiment des seuils qui sont, pour nous, qui nous semblent minimes, mais en fait, ces seuils, quand on parle de milligrammes chez l'industriel, c'est des traces, ça c'est comment dire, des quantités qui sont énormes. Pour eux, les traces, c'est vraiment des micro-traces, des micro-milligrammes, des nanomilligrammes. Donc voilà, vraiment, il y a des choses où il faudrait vraiment pouvoir vraiment légiférer. C'est des choses qui sont en cours aussi avec le Codex Alimentarius sur lequel l'AFPRAL travaille. Ça, c'est la réglementation internationale. Ça va venir, mais pas tout de suite. Soyons Alors, patients. pourquoi est-ce qu'on parle des traces? En fait, parce que les enfants qui ne peuvent pas consommer, par exemple, de la noisette, et quand ils vont à la cantine et que sur le menu, il n'y a aucun aliment qui contient de la noisette, mais que quand vous regardez le petit astérix ou le petit numéro, c'est marqué peut contenir de la noisette. Et quand on interroge le service de restauration scolaire, il dit ah ben oui, parce qu'il y a des traces possibles. C'est ça qui pose problème. On retire l'enfant de la cantine alors qu'en fait, dans le repas principal, on n'a pas de traces, enfin, on n'a pas l'allergène. L'allergène ne fait pas partie de l'aliment principal. Donc, c'est plus pour ça qu'on parle de ça. Si on étiquette pas les traces, eh bien, on peut inclure davantage nos enfants allergiques, puisque finalement, seuls les allergènes à déclaration obligatoire dans les ingrédients principaux ressortent. Et donc, on a une lisibilité pour les familles qui est plus intéressante. Donc, c'est pas... Alors, Oui, pardon. vas-y. On a beaucoup de questions qui arrivent petit à petit. Donc, il y a une auquel je pense qu'il est important de répondre. Est-ce qu'on peut faire une demande de MDPH pour un enfant allergique? Non, je pense pas. Une question qu'on Pas nous Pascal, mais je pense pas. Ça rentre pas. demande Alors, fréquemment. on nous pose souvent la question, ça fait pas partie des maladies, je crois qu'il y a un certain nombre de maladies qui comment dire, qui peuvent obtenir la mention MDPH, quoi, la mention, la- la- l'attribution d'handicap. En revanche, il est vrai qu'on a certaines familles qui ont fait cette demande, mais il s'agit là d'enfants, et puis c'était il y a quelques années, donc c'était moins connu aussi, l'allergie était moins connue, et c'était des enfants qui étaient vraiment polyallergiques et qui ne pouvaient pas fréquenter l'école. Donc là, il y avait eu des reconnaissances MDPH. Après, on sait que la MDPH, c'est vraiment départemental. Donc, en fonction de votre situation, peut-être tenté, mais après, est-ce qu'un enfant qui est allergique est réellement handicapé? Alors, je sais que je vais faire un peu crier parmi les participants, mais voilà. Et qu'est-ce que ça va apporter? C'est ça aussi. C'est la question qu'il faut vous poser si vous souhaitez faire cette demande. Effectivement, je vois là, c'est handicapant à certains moments, mais oui, mais pas tout le temps. Je sais très bien. Oui, je vois sur la vie sociale, effectivement. Je vois les commentaires entre-temps. Effectivement, mais est-ce que c'est handicapant au niveau social? Bien évidemment, mais est-ce que c'est quelque chose qui va empêcher, je pense que là, sur la définition du handicap, tu seras plus à même que moi de le définir, Nidal peut-être, mais voilà, si vous voulez tenter, tentez, mais c'est très, très rarement accepté. On revient peut-être un peu sur le PAI. J'avais une question intéressante, enfin, elles sont toutes, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la durée du PAI. Combien de temps dure un PAI en dehors de l'ordonnance, évidemment, qui va qu'une année, mais le PAI. Le PAI, on le rédige à partir du moment où on nous fait la demande et il est valable pour l'année scolaire. Ensuite, lorsqu'il s'agit de reconduire le PAI, il n'est pas nécessaire, s'il n'y a pas de modification de traitement ou d'allergène, de situation de l'enfant, il n'est pas nécessaire de rédiger le PAI. Donc, un certificat médical de reconduction suffit. Donc, le PAI est valable. Et puis, chaque année scolaire, on va demander un certificat médical de reconduction
s'il n'y a pas de modification avec un renouvellement d'ordonnance pour que l'ordonnance soit à jour. C'est ça. La seule, en fait, il est valable pendant toute la durée de la scolarité de l'enfant. Par contre, on le refait à chaque fois qu'il change d'établissement. Et il y a le changement d'établissement également, effectivement. Il y a le changement d'établissement. Donc, Est-ce ça ne sert à que, rien, pardon, je vais juste rebondir là-dessus parce que souvent des demandes qu'on demande, mais ça ne sert à rien de redemander le PAI chaque année au médecin. Donc, un certificat médical suffit à partir d'une consultation s'il n'y a pas de modification et donc il n'est pas nécessaire de tout le temps rédiger l'intégralité des documents. À la rentrée, c'est toujours les mêmes questions qui se posent. Et on donne tous les Et ça, documents et les circulaires, notamment à l'éducation nationale. alors, et est-ce que ça, le je précise, changement pardon, excuse-moi d'établissement, Stéphanie. Ouais, excuse-moi, je voulais juste préciser qu'en fait, c'est aussi depuis la circulaire de 2021. Précédemment, il fallait le refaire toutes les années. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a encore des confusions, parce que certaines collectivités restent encore avec les acquis et les connaissances de la circulaire de 2003 et non pas de celle de 2021. du coup, on demande aussi est-ce qu'on doit refaire le PAI lorsqu'on passe de la maternelle au primaire? Bah, ça dépend si on change d'établissement ou pas. C'est considéré comme un autre établissement, donc oui, parce que c'est pas la même direction. Donc là, entre la maternelle et la primaire, il faut changer. Il faut refaire le PAI, pardon. Ça dépend. Euh, Là, j'ai une question. La mairie impose son propre PAI avec son propre format. Est-ce que c'est légal? Ah non, c'est le protocole d'intervention d'urgence. Pardon, excusez-moi. J'avais mal lu. Du coup, il met en... Ah oui, c'est très intéressant. Donc en fait, le maire est médecin peut-être. Comme Peut-être. ça, on a vraiment de tout. Alors, je crois que pour répondre à cette question, faut juste, pour répondre correctement, il faut se poser la question du pourquoi. Déjà, est-ce qu'il veut mettre en place son propre PAI? Puisqu'on a un PAI national qui est bien rédigé, qui est détaillé. Donc, quel est Alors l'intérêt juste, de mettre en place son propre pardon, PAI? excuse-moi, c'est Ouais. c'est le protocole d'intervention d'urgence en fait qu'il a Oui, mais réécrit. en fait, le protocole d'intervention d'urgence, c'est la conduite à tenir en cas d'urgence. Donc, c'est notre Voilà, PAI, hein, c'est un des volets du PAI. Donc, c'est quel est ça. l'intérêt d'utiliser un document non validé, validé par lui-même, alors qu'il y a un document validé au niveau national avec les bonnes questions et les bonnes conduites à tenir, hein. Ça a été discuté, ça a été repris, ces PAI, de façon à ce que ce soit clair, que ce soit facile à utiliser. Donc, je me pose juste la question du pourquoi, en fait. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut nous répondre, mais voilà. Oui, n'hésitez pas si vous voulez ajouter peut-être mettre votre micro et intervenir, hein, c'est tout à fait Euh, possible, hein. Par Et expérience, même votre caméra, si vous voulez, parce que c'est vrai que là, on est devant un mur de noms, ça fait bizarre. Mais voilà, n'hésitez pas. par expérience, je trouve que depuis la mise en place de ces PAI nationaux, qui sont très standardisés, très clairs, bah, tout est facile en fait, hein. Il y a une façon de raisonner, sachant que dans les réactions allergiques, c'est très binaire en fait, hein. On vous demande soit d'intervenir quand la réaction n'est pas grave ou quand elle est grave. C'est binaire avec une conduite à tenir très simple. Dans les anciens PAI, il y avait beaucoup de confusion, notamment avec les signes digestifs. On se disait s'il y a des signes digestifs et des signes cutanés, est-ce qu'on met des corticoïdes, est-ce qu'on met des antihistaminiques? Aujourd'hui, la prise en charge de la réaction allergique, elle est binaire. Soit c'est pas grave, antihistaminique, plus ou moins corticoïdes, ça c'est discutable, soit elle est grave, et quand on dit grave, c'est à partir du grade 2. Donc, signe digestif, signe cutané, c'est adrénaline. C'est ce que je vous dis, il y a beaucoup de méconnaissances. Et je suppose qu'à moins que le maire soit allergologue, bien au fait des recommandations SFMU, SFA et la Société française de pneumopédiatrie, et donc du coup, il a fait ses PAI en pensant que c'est un peu plus clair que les PAI nationaux. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, si ce n'est faire quelque chose d'un peu approximatif. Alors, on lit quand même que, et là je rejoins pas mal de monde, en fait, les communes sont souvent mal informées, elles ne connaissent pas forcément bien la réglementation, ni INCO, ni la mise en place du PAI, et du coup, ben, voilà, s'inventent un peu aussi leur propre protocole
alors qu'en fait, c'est vrai que tout au début, même, on avait eu une remarque, j'essaye de la retrouver, mais le maire disait qu'il n'était pas concerné par la circulaire, puisqu'en fait, ça ne concerne que les écoles et pas les mairies. Voilà, donc la preuve en est qu'ils sont vraiment très très mal informés. Tout à fait. Puis sur la circulaire, il est bien spécifié que ça concerne aussi les mairies puisqu'il s'agit du temps de cantine, de la pause méridienne, du périscolaire et du centre de loisirs. Voilà, donc j'ai retrouvé la question. Notre maire indique que cette circulaire est issue de l'éducation nationale et n'est pas une loi et s'applique pas à la mairie. Donc, juste dans la circulaire, en fait, il y a un tableau avec les responsabilités de chacun, le qui fait quoi. Et le maire, en fait, a sa place, en fait, dans ce tableau. Donc, je vous invite vraiment à lui partager. J'ai mis le lien aussi dans le chat de la circulaire. Donc, n'hésitez pas à lui montrer qu'il a sa part de responsabilité dedans. Ensuite, l'ajout, là, je vois de la ligne dans le PAI national. Tout enfant ayant un PAI devra systématiquement amener un panier repas. Donc ça, c'est complètement abusif. On ne modifie pas un certificat, enfin un document, c'est pas un certificat, mais un document comme ça. Mm. Donc le panier repas systématique, c'est pas, enfin, c'est pas possible, c'est illégal en fait. C'est illégal. C'est de la Donc, discrimination. la discrimination, c'est exactement ce pourquoi le défenseur des droits a été saisi. Donc je pense que quand vous êtes face à des situations comme ça, il ne faut pas hésiter à demander des entretiens avec vos municipalités pour essayer de comprendre d'où vient la problématique, quel est le fond du problème en fait. Et puis, je comprends aussi que les familles ne veulent pas entrer en litige avec les mairies, mais peut-être aussi les amener à réfléchir aux conséquences pour les familles et pour l'enfant du panier repas systématique pour tout et n'importe quoi. Et d'autre part, j'ajoute que ce qui risque de se produire, c'est qu'on va avoir de plus en plus de familles qui ne vont pas signaler leurs allergies et qui vont Mm. donc laisser leurs enfants à la cantine euh, pour éviter d'avoir à subir des discriminations complètement aberrantes et abusives. Euh, une question très importante. Une personne nous demande ce qu'est l'adrénaline et si un jour la trousse qui contient la piqûre, donc effectivement on parle de l'adrénaline, tombe, est-ce que si le stylo auto-injecteur d'adrénaline tombe, est-ce que il peut ne plus fonctionner? Je ne pense pas. Après, j'ai pas de réponse très claire à apporter. Après, ça dépend de quelle hauteur il tombe. Euh, c'est quand même assez solide. Et puis, en fonction des stylos auto-injecteurs, vous avez des petites fenêtres qui vous indiquent aussi si le stylo est utilisable ou pas. Donc, je n'aurais pas de réponse très, très, très pragmatique à apporter, mais s'il y a un doute, eh ben, il faut changer la trousse, Mm. le stylo auto-injecteur d'adrénaline. Oui, voilà, moi c'est ce que j'allais apporter comme réponse. Si vous savez que vous avez fait tomber votre sac et que mais de très haut, on va dire, hein, ou que voilà, je pense que si vous avez vraiment le doute, effectivement, de faire changer. Mais normalement, comme l'a précisé Nidal, voilà, Stéphanie les montre. Et il y en a deux d'entre eux qui sont dans des boîtes en plastique. Et puis même le troisième, pour qu'il se déclenche tout seul ou autre, il n'y a pas de raison. Euh, voilà. Voilà, et Je... vous avez une petite Et par fenêtre. rapport aux fabricants, on n'a pas non plus de recommandations spécifiques ou particulières concernant les chutes. Mm. Bon, protéger Euh, le maire, on le sait, c'est bien le problème. Eh oui. Et que le eh maire est oui. responsable et que du coup, plutôt que de considérer les individus et l'intérêt supérieur de l'enfant, bah, c'est l'intérêt supérieur de la municipalité. Une dernière question peut-être pour clôturer ce webinaire. On pourrait en poser encore plein. Euh, alors, du coup, tout le monde pose ses questions. Quelles sont les obligations de la cantine pour encadrer l'enfant au moment du repas? Est-ce qu'il y a des obligations particulières? On parle de vérification des plats choisis. Par exemple, pour les enfants qui ne savent pas lire. Bah,
logiquement, il y a aussi un protocole qui encadre, en plus donc du PAI, mais certaines collectivités, et même une grande majorité des collectivités, mettent en place un protocole, de gestion des PAI et dans lequel il est spécifié, par exemple, qui récupère le panier repas le matin, où est-ce qu'on le range, etc. Et bien évidemment, dans ces protocoles, même si c'est pas écrit, je pense qu'il y a un minimum de réflexion faite. Les personnes, le personnel de la cantine doit bien sûr s'assurer que le panier repas de tel enfant est bien remis au bon enfant. C'est aussi pour cette raison qu'on, nous, en tant qu'association, et même je pense que ça vient du bon sens, on préconise dans la mise en place des paniers repas de bien étiqueter tous les éléments du panier repas, le plat, du dessert, etc., de l'entrée, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Après, concernant l'éviction simple des menus, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une co-responsabilité. Si l'enfant est à la cantine et qu'il ne doit pas manger un certain aliment, je pense que c'est de la logique, de la bienveillance que le personnel jette un petit coup d'œil à ce que mange l'enfant et qu'il n'y ait pas d'erreur. Tout comme il ferait attention à ce que l'enfant qui est tout petit ait des petits morceaux dans son assiette et qu'on lui recoupait les morceaux de viande, par exemple, plutôt que de laisser des morceaux de viande trop gros. Après, je pense que voilà, ça vient aussi de la bienveillance de l'équipe. Mais il n'y a pas de directive nationale à ce niveau-là. Bon, j'avais dit dernière question, mais en fait j'en ai encore une. Ben, elles sont vraiment intéressantes et du coup ça permet vraiment de revenir sur des points qui me semblent importants. Donc on ne peut pas ne pas répondre. Donc je pense que c'est une maman, en tout cas une personne, Nadia, nous dit qu'elle bataille pour que l'école appelle le SAMU en cas de réaction, mais ils appellent plutôt les pompiers. Du coup, Pascal, je te laisse répondre à cette, euh, cette remarque, puisqu'aujourd'hui les pompiers peuvent aussi intervenir. Ou peut-être Nidal, peut-être, je sais pas, puisque c'est plutôt médical là, quoi. Je veux dire, c'est un peu des deux. Voilà. Non, mais on peut reprendre ensemble. Donc, la question, il faut contacter le SAMU. Donc, en cas de crise, la première chose, c'est appliquer le PAI. Donc, en cas de crise, s'il faut faire de l'adrénaline, c'est sur place qu'il faut faire l'adrénaline, c'est pas le SAMU, les pompiers qui vont faire l'adrénaline. Ensuite, ça ne dérange pas que ce soit les pompiers dans la mesure où ils ont l'autorisation à utiliser le stylo auto-injecteur d'adrénaline. Mais dans la question, il y a quelque chose qui me chiffonne. En fait, ce n'est pas tellement les pompiers ou le SAMU, c'est à partir du moment où il y a une réaction, et c'est tout l'intérêt du PAI, c'est qu'il faut agir avant d'appeler. Si on appelle pour que quelqu'un d'autre agisse, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, donc les décès par anaphylaxie sont liés à un retard à l'injection d'adrénaline. Donc je crois qu'il faut aussi expliquer que si nous, on nous impose toute cette documentation qu'on fait, hein, bien sûr, avec beaucoup enfin, d'intérêt, parce que c'est pour protéger l'enfant, bah, il faut que ce soit appliqué. Si c'est pas appliqué, c'est pour qu'on appelle le 15 ou le 18, ça n'a pas d'intérêt. Oui, et moi je rebondirais en disant qu'aujourd'hui, les pompiers ont le droit d'utiliser l'adrénaline, mais pas tous encore. Il y a encore certains départements où ce n'est pas effectif. Donc, vraiment, la priorité, c'est on fait l'adrénaline, on appelle le SAMU et on gagne du temps. Voilà, c'est vraiment la priorité. Alors, si je peux me permettre juste pour peut-être un peu conclure, je crois, quand je relis un petit peu toutes ces questions, que si chacun fait son travail correctement, si chacun fait son travail en connaissance, euh, donc les médecins prescrivent des PAI justifiés, des PAI bien complétés après expertise médicale, et je milite pour que ce soit des allergologues qui le fassent au moins pour la première fois. Si le personnel encadrant, je rebondis sur la dernière question ou la dernière remarque, le problème c'est que le personnel qui encadre nos enfants n'est jamais formé. Si le personnel encadrant sait identifier les réactions, est formé à la réglementation INCO et sait utiliser les PAI, si les médecins de l'éducation nationale qui sont en sous-effectif
sont suffisamment nombreux dès lors qu'il y a de l'adrénaline ou en tout cas un PAI qui justifie d'intervenir, interviennent pour former les équipes. Si tout le monde est à sa place et travaille correctement, je crois que ça fonctionnera. Là, c'est vrai que mettre en place un PAI et laisser un enfant manger à la cantine, si le personnel encadrant ne sait pas utiliser l'adrénaline, ben, ça me paraît complètement aberrant. Il y a un problème en fait. Donc, en tant que parent, moi-même, si j'avais un enfant allergique, ce qui n'est pas le cas, je m'assurerais que les personnes qui sont en responsabilité de mes enfants sachent où est le PAI, comment utiliser le PAI, comment reconnaître une réaction anaphylactique s'il y en a une, et comment utiliser l'adrénaline. Et je vous invite à aller voir les écoles, les collèges, les lycées, et vérifier tout ça. Où se trouve le trou d'urgence? Qui a accès à la trou d'urgence? Et puis ne pas hésiter à leur proposer des scénarios de simulation, parce que la simulation, c'est toujours intéressant. Parce que quand on simule des situations, on se rend compte des limites des situations. Et je crois que c'est en cadrant tout ça qu'on arrivera à protéger nos enfants correctement. D'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique aussi. Parce que ce sont Absolument. des Moi, je enfants voulais qui aussi souvent vivent en angoisse. pardon, rebondir justement sur la formation. Là, j'ai vu dans les commentaires une maman qui a demandé un stylo, un traîneur, hein, en fait, un factice, un stylo factice à un laboratoire pour pouvoir entraîner l'équipe et montrer à l'équipe encadrante comment ça fonctionne. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment important. L'AFPRAL fournit aussi des stylos auto-injecteurs factices pour que et puis c'est aussi le rôle des parents parce qu'on sait que derrière, il n'y a pas suffisamment d'infirmières scolaires, pas suffisamment de médecins scolaires pour former les équipes. Donc, n'hésitez pas à aller rencontrer les équipes, comme l'a dit le docteur Nidal Touati, à expliquer comment il faut faire l'adrénaline, à expliquer les gestes, à expliquer les signes de reconnaissance parce que c'est vraiment l'essentiel. L'AFPRAL fait des formations de la sensibilisation auprès des équipes des collectivités. On n'est pas très nombreuses, on ne peut pas être sur toute la France tout le temps, mais c'est aussi, vous, en tant que parent, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi, en étant adhérent de l'AFPRAL, avoir de l'info pour pouvoir faire accéder dans votre école, accéder, pardon, à des informations euh, très simples pour pouvoir transmettre à l'équipe encadrante de votre enfant. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est l'essentiel de vous assurer qu'effectivement, tout le cursus, à partir du moment s'il y a panier repas ou pas, où est déposé le panier repas, qui s'en occupe, où est la trousse d'urgence, est-ce que c'est aussi votre responsabilité, on l'a pas dit parce qu'il y a tellement de choses à dire, de vérifier la péremption des médicaments aussi, parce que les cantines, quoi, les écoles, les collectivités ne peuvent pas gérer le tout. Parce que c'est aussi votre rôle. Donc voilà, et on vous en demande beaucoup aussi, mais il faut être aussi vraiment acteur de la prise en charge de votre enfant. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, le schéma avec le cercle, c'est vraiment une co-responsabilité et c'est de la communication et se faire confiance. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Quelle heure il est? Ouais, L'enseignant qui 48. n'injecterait pas de l'adrénaline, si, c'est non-assistance à personne en danger. Si le PAI a été mis en place, l'enseignante est tenue, si réaction anaphylactique, d'injecter l'adrénaline. Mais ça veut bien dire qu'il y a un vrai problème de méconnaissance sur les textes. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, une enseignante a été condamnée suite au décès d'un enfant parce qu'elle n'a pas injecté l'adrénaline. Donc on a tous une responsabilité dès lors qu'un PAI est complété et signé. Ou alors il ne faut pas le signer. Et pour compléter cette information, il y a quelques années déjà, l'AFPRAL avait écrit au Conseil de l'Ordre national des médecins pour justement demander si l'utilisation du stylo d'adrénaline était un acte médical. Nous avons le courrier, cet acte n'est pas un acte médical quand il est fait dans le cadre d'un PAI. Donc là, on a aussi, entre guillemets, toutes les armes à dégainer contre ces idées reçues ou aussi ces mauvaises foi parfois que l'on peut rencontrer et de personnes qui refusent par peur de s'investir davantage parce que ça fait très peur, effectivement. Mais à partir du moment où on est bien formé, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et qu'on ne sache pas utiliser le stylo. Et avant d'utiliser le stylo, si en amont on met en place toutes les bonnes pratiques, en fait, l'accident reste très rare. Les statistiques sont, alors c'est terrible ce que je vais te dire, hein. Les statistiques restent faibles, c'est toujours trop, bien évidemment, quand il y a une réaction allergique grave à l'école, c'est toujours une réaction de trop, mais
Je pense aussi qu'il faut le relativiser, qu'avec le PAI et toutes les bonnes pratiques mises autour, les réactions restent relativement rares. À exagérer le risque. Et puis n'hésitez pas aussi, je pense, donc bien sûr aux associations de patients, mais aussi à vous appuyer sur les médecins allergologues. Je crois qu'on est Mm. quand même, on est quand même relativement bien au fait de tout ça et accessible. Et s'il faut demander de l'aide, s'il faut demander des textes, s'il faut demander un soutien, comme on l'a fait avec Pascal pour des familles, il ne faut pas hésiter. Je crois que les allergologues ils se sentent vraiment concernés par ce sujet et voilà, qui ne peut que être favorable à tous finalement, y compris pour la formation. Je pense qu'on peut se rendre disponible aussi pour former les équipes, Mm. autant que faire se peut, bien sûr, mais à la gestion d'anaphylaxie, à la reconnaissance si on nous le demande, s'il y a un blocage quelconque. Ça, nous, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais un certain nombre de collectivités nous contactent pour former les équipes, les agents de restauration, les agents qui encadrent les enfants au centre aéré, à l'école, à la cantine, etc. Et même des communes qui peuvent également nous contacter pour justement bien mettre en place l'accueil Mm. des enfants allergiques parce qu'ils ont bien conscience effectivement de leur manque de connaissances et on peut leur apporter tous les outils pour bien accueillir les enfants allergiques, tout mettre en place et bien comprendre les Ouais. circulaires. Donc voilà. En ce moment, Stéphanie travaille avec une grande collectivité sur justement la mise à jour, on va dire, ou la réécriture de leur protocole. C'est un gros travail et en tout cas, on est vraiment fiers et surtout ravis de savoir que d'ici peu, tous les enfants allergiques de cette commune pourront, alors on va pas dire, seront en tout cas, n'auront plus de panier repas systématique à terme. Ça prend du temps. Ça sera peut-être, ça c'est pas encore à cette rentrée scolaire. Peut-être en 2026. Ça prend du temps, c'est vrai, parce qu'il faut arriver à convaincre et à rassurer, en fait, les équipes encadrantes et les collectivités, les élus aussi. Mais en tout cas, c'est possible, donc ne baissez pas les bras et puis tous ensemble, on trouvera des solutions. Oui, n'hésitez pas à nous contacter. On fait au mieux, on a beaucoup de demandes. Alors, c'est vrai que parfois, on traîne un peu à répondre à certains, c'est vrai, je sais. Mais voilà, on fait vraiment notre possible. Et puis, je crois que c'est peut-être le moment aussi de dire, voilà, si vous avez aussi envie de vous engager et de venir épauler notre équipe, n'hésitez pas. On a toujours besoin de bénévoles. Moi, aujourd'hui, je suis directrice de l'association. Ça fait 18 ans que je suis engagée dans l'asso. Mais au départ, ben, j'étais bénévole pour voilà, défendre une cause et vouloir faire avancer l'accueil des enfants allergiques. Et croyez-moi qu'en 18 ans, j'ai vu quand même pas mal d'avancées, même si pour vous, aujourd'hui, qui avez des jeunes enfants, ça vous semble inconcevable que les enfants soient acceptés de cette façon. Mais au tout début de l'AFPRAL, moi, ce que m'ont dit les anciennes, très anciennes de l'AFPRAL, puisqu'apparemment je suis déjà l'ancienne de l'AFPRAL, eh bien, les enfants n'étaient pas du tout acceptés, même pas à l'école, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, le fait d'être isolé à une table, ça reste quand même, c'est pas du systématique, alors qu'avant c'était systématique aussi. Je voulais moi aussi, puisqu'on en arrive un petit peu à la fin, peut-être que Nidal, tu voudras dire le mot de la fin, mais remercier ben, effectivement le docteur Nidal Lerétoiti d'être présente, Stéphanie, puis l'équipe de l'AFPRAL qui est invisible là mais on voit qu'elle est bien présente aussi, et puis également le laboratoire Viatrice qui nous a apporté son soutien en fait pour pouvoir mettre en place ce webinaire. Et puis sans lequel, eh ben, on aurait du mal, sans lequel, avec ces soutiens institutionnels, on ne pourrait pas forcément toujours mener nos actions. Ah, je vois Karine, je ne sais pas si c'est entre guillemets notre Karine, mais peut-être bien. Voilà, on a pas mal de Nous on a aussi, notre c'est bien. Aurélie aussi qui est pas très loin. Voilà, on voit les personnes. Ah oui, c'était notre Karine, c'est bien ça. C'est Karine qui Karine que vous vous avez, répond si au je peux me permettre, téléphone. Karine, à la personne que vous avez en premier, le premier contact que vous avez à l'AFPRAL, ben, c'est Karine à qui vous envoyez les mails et que vous avez au téléphone. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis partagez toujours l'information. Vous pouvez aussi
adhérer, ça nous aide quand même grandement. Vous comprenez bien que quand on arrive auprès des ministères avec un certain nombre d'adhérents, eh bien, on a davantage de voix et de poids que si on n'est pas très nombreux. Voilà, tout ça pour nous, c'est très important. Pour nous, pour l'AFPRAL, et nous, quand je dis nous, c'est les personnes allergiques, hein, que ce soit alimentaire, respiratoire ou autre. Mais on est là pour s'entraider et se soutenir. Nidal, tu pouvais peut-être rajouter un grand merci à Nidal qui est là vraiment Oui, tout à merci fait, je le beaucoup. dis, hein, bénévolement aussi. Je pense que c'est important de le dire parce que on a parlé de l'équipe de bénévoles dont Nidal fait partie aussi. Et puis Stéphanie. Bon, bah, merci Yes. à vous, hein, pas plus. Merci pour ce webinaire. Ça permet de mettre les choses en place un petit peu. Et puis voilà, et rester quand même sur une note positive pour conclure, en disant qu'il y a quand même des moyens de faire avancer les choses et tout n'est pas perdu et on peut très bien vivre avec ses allergies. Oui. On me demande si le webinaire est disponible en replay. Il sera effectivement disponible en replay sur le site de l'AFPRAL pour les adhérents. J'ai mis le lien pour adhérer à l'AFPRAL. C'est soutenir l'association. On a besoin de votre soutien. C'est aussi parce que plus on est nombreux, en fait, plus notre voix sera importante, plus voilà, plus on peut se permettre d'aller porter votre voix en fait plus haut. Donc n'hésitez pas voilà, à adhérer. Effectivement, l'adhésion se renouvelle tous les ans. Voilà, c'est en étant tous ensemble qu'on est plus fort. Donc rejoignez la FPRAL. Et en année civile, oui, je vois la question. Donc oui, en année civile. Et si vous adhérez aujourd'hui, ça, bon, bien, vous serez adhérent, mais ça va démarrer du coup à partir. Ça comptera pour 2026. C'était les nouvelles conditions qu'on a mis en place il y a 2 ans, je crois. Merci à Voilà, tous merci pour à votre tous. présence ce Pardon. soir et puis à très bientôt pour d'autres webinaires ou peut-être lors d'échanges si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et je pense que pour ce soir, on va se dire au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Ok. Au revoir.